Une causerie donnée en septembre 1961 à l'Université des Annales par Claude Lévi-Strauss, professeur au Collège de France, le métier d'ethnologue. Mesdames, Messieurs, la vogue de l'ethnologie, elle date sans doute, et je dirais hélas, de la dernière guerre mondiale. C'est à ce moment que l'opinion publique a pris soudainement conscience de l'existence de régions du monde très reculées et dont jusqu'au nom était alors inconnu de la plupart. Okinawa, Port Moresby, telle petite localité de l'Assam ou de la Birmanie, et ainsi de suite, tous ces noms devenus soudain familiers, c'étaient ceux-là même que notre expérience ethnologique nous habituait à associer à des coins déserts où vivaient encore des primitifs très proches de ce que nous nous plaisons parfois à concevoir comme un illusoire état de nature. Et puis, cette situation s'est trouvée en quelque sorte consolidée depuis la guerre par les itinéraires des grandes lignes d'aviation, ces coins perdus de la Terre, qu'ils soient au Groenland, à Terre-Neuve, au milieu du Pacifique ou en Nouvelle-Guinée, ce sont les escales des longs courriers, sans doute identiques les unes aux autres dans la triste monotonie des terrains d'atterrissage, mais dont les noms au moins évoquent toujours quelque chose d'exotique et d'inconnu. Et c'est ainsi que peu à peu, on a pris conscience à la fois du caractère fini qui est devenu, du caractère de monde fini qu'a pris notre globe terrestre aujourd'hui, et de la réalité d'une science qui s'était précisément consacrée, pendant qu'il en était temps encore, à ces derniers interstices de liberté qui subsistaient jusqu'à présent et qui, sans doute, ne subsistent plus pour longtemps. Comment est née l'ethnologie? Je dirais volontiers par une sorte de curiosité d'antiquaire, par la remarque faite par certains que les grandes disciplines classiques, les sciences jouissant pleinement du droit de cité, laissaient tomber en dehors de leur domaine ce que j'appellerais toutes sortes de laissés-pour-compte, de résidus, de débris, et par une sorte de travail un peu à l'exemple de celui du chiffonnier, pour ramasser ces bribes de connaissances ou ces fragments de problèmes que les autres sciences entassent dédaigneusement dans leurs poubelles intellectuelles. Et tout au début, l'ethnologie n'a été rien d'autre, sans doute, que ce petit travail de ramassage de faits singuliers et curieux. Et pourtant, peu à peu, on s'apercevait que ces débris, que ces résidus étaient en eux-mêmes beaucoup plus importants qu'on nous songeait au premier abord. Et la raison en est assez facile à comprendre. Ce qui intéresse d'abord l'homme dans les autres hommes, ce sont les points par lesquels il se ressemble. Et l'histoire, l'archéologie, la littérature, la morale, la philosophie, recherchaient essentiellement chez les autres peuples des points de contact, des moyens de nouer un dialogue. Ils laissaient de côté les différences. Et ce sont pourtant ces différences qui sont essentielles lorsqu'il s'agit, pour reprendre une expression de Jean-Jacques Rousseau, non pas de connaître les hommes, mais de comprendre l'homme. À ce moment-là, disait Rousseau, il faut d'abord saisir les différences pour comprendre les propriétés. On faisait ensuite une autre découverte, à savoir
que ces singularités et ces débris se mettaient les uns par rapport aux autres dans un ordre beaucoup plus satisfaisant que les problèmes centraux auxquels l'attention avait été très exclusivement consacrée. Que, somme toute, des faits jusqu'alors négligés ou à peine étudiés, tels que la manière dont le travail se trouve dans une société donnée, distribuée entre les sexes. Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui font la poterie? Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui tissent? Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui cultivent les jardins? Que des problèmes de cet ordre, auxquels je pourrais en ajouter beaucoup d'autres, je vais en citer quelques exemples, permettent de comparer et d'ordonner les sociétés humaines sur des bases beaucoup plus satisfaisantes que des phénomènes en quelque sorte plus importants. Je viens de faire allusion à la division du travail. J'aurais pu également parler des règles de résidence. Lorsqu'un mariage se produit, est-ce que les conjoints vont habiter avec les parents du mari, avec les parents de la femme, ou est-ce qu'ils établissent une résidence indépendante? De même aussi, les règles du mariage auxquelles, pendant très longtemps, on a fort peu prêté attention, tant elles semblaient absurdes et singulières, car enfin, pourquoi un grand nombre de populations du monde distinguent-elles les cousins en deux catégories, selon qu'ils sont issus de deux frères ou de deux sœurs, ou bien qu'ils sont issus d'un frère et d'une sœur respectivement? Et pourquoi, dans le cas où ils font cette distinction, interdisent-ils le mariage avec une catégorie à l'égal de l'inceste, tandis qu'au contraire, ils préconisent le mariage avec d'autres? Ou bien encore, les prohibitions alimentaires qui font que de par le monde, il n'est pas de peuple qui ne cherche à se définir par certaines antipathies pour telle ou telle catégorie d'aliments, les Chinois pour le lait, certains Indiens américains pour le poisson, certains Indiens du Brésil pour la viande de cervidés, et ainsi de suite. Toutes ces bizarreries et ces étrangetés sont étonnamment comparables dans la mesure où on connaît très peu ou pratiquement pas de population du monde qui ne puisse se définir, se caractériser par rapport à l'une ou l'autre d'entre elles. Et c'est ainsi que tout autour des préoccupations traditionnelles des sciences humaines se sont élevées, se sont élaborées d'autres préoccupations que par-delà l'attention portée aux grandes préoccupations philosophiques, à l'art, à la littérature. On a vu apparaître des préoccupations en apparence futiles, mais qui permettaient des classifications simples et qui donnaient l'espoir d'introduire dans la diversité des sociétés humaines une sorte d'ordre comparable à celui que les zoologistes et les botanistes introduisent par leur classification dans les espèces végétales et animales. Michel Leiris, dans ce très grand livre qu'a été l'Afrique fantôme, et que demeure toujours l'Afrique fantôme, où, pour la première fois, je crois, un ethnologue s'est efforcé de présenter de façon solidaire, non pas seulement l'objet de son étude, ces sociétés indigènes qu'il voudrait pouvoir observer, mais toutes les difficultés matérielles et morales, les épreuves physiques et les tourments intellectuels auxquels il se heurte pour y parvenir, à tel point que cette Afrique qu'il se présente, qu'il se propose comme objet de son étude, devient en vérité le fantôme, celui-là toujours inaccessible et qui tend à se dérober au fur et à mesure qu'on essaye de l'atteindre. Or, si cela était vrai il y a une vingtaine d'années,
combien ces dangers et ces difficultés ne sont-ils pas plus grands aujourd'hui, alors que l'ethnologie tente à se trouver dans une situation qui l'incite à s'interroger sur son avenir et sur les possibilités mêmes qu'elle peut avoir d'exister. En effet, au fur et à mesure que l'ethnologie se constituait, nous ne devons pas nous dissimuler que ces populations que nous nous proposions d'étudier et que nous nous proposons toujours d'étudier s'effondraient, disparaissaient avec une vitesse véritablement effroyable et dont je voudrais vous donner quelques exemples au moyen de chiffres. C'est le seul moyen, un peu austère sans doute, mais il est indispensable pour qu'on ne mette pas en doute l'authenticité des faits rapportés. Que ce soit d'abord l'Australie, qui au début de la colonisation comptait quelques 250 000 indigènes, qui en compte aujourd'hui moins de 50 000, en proie à une famine chronique, répartis entre les territoires de mission où les garçons et les filles vivent dans des dortoirs séparés et ces dernières enfermées à clé dès la tombée de la nuit pour n'être libérées qu'au jour, ou bien sur des terrains d'exploitation minière où sévit la mendicité et la prostitution, où la collecte et le ramassage traditionnels se trouvent pitoyablement remplacés par le pillage des ordures du campement, ou que ce soit dans les régions les dernières, les plus reculées de l'Australie, les plus déshéritées aussi, maintenant des bases expérimentales de fusées ou des terrains d'explosion atomique, il est bien certain que les jours de l'ethnologie australienne sont comptés. En Nouvelle-Guinée, sans doute, la situation est encore un peu plus favorable, puisque la Nouvelle-Guinée compte à l'heure actuelle 2 millions à peu près d'indigènes. Mais parmi ceux qui sont les moins connus, certains d'ailleurs encore complètement inconnus, ceux des montagnes centrales, dont on estime le nombre à l'ordre de 600 000, et bien même dans ces régions où les explorateurs n'ont pas encore toujours pénétré, mais où déjà on parachute d'avion les bornes et les poteaux indicateurs en ciment des routes qui ne sont pas encore construites, afin qu'on puisse les retrouver sur place, déjà des avions font la navette entre le centre et la côte pour transporter des travailleurs provenant parfois de populations inconnues dans les mines d'or ou les plantations de cocotiers de la côte. Et déjà sont apparues toutes ces maladies qui sont les séquelles de la civilisation, la malaria, la tuberculose, le trachome, la lèpre, la dysenterie, les filariases, la gonorrhée et cette maladie du courroux qui est une sorte de dégénérescence génétique subitement apparue avec la pénétration de la Nouvelle-Guinée et à laquelle on ne connaît actuellement pas de remède. Au Brésil, que je connais mieux par mon expérience propre, 100 tribus se sont complètement éteintes entre 1900 et 1950. Et permettez-moi de vous donner quelques chiffres pour telle ou telle d'entre elles. Les Caingangues de l'État de São Paulo, qui étaient 1200 en 1912, n'étaient plus que 200 en 1916, sont 80 aujourd'hui. Les Munduruku, qui étaient 20 000 en 1875, étaient 1200 en 1954. Les Nambiquara, 10 000 en 1900, je n'en ai plus retrouvé que 1000 en 1940. Les Kayapos de l'Araguaia, un affluent de la rive droite de l'Amazone, 2500 en 1902, 10 en 1950. Les Tapirapés, 1000 en 1900, 40 en 1950. Eh bien, comment comprendre une extinction, un effondrement aussi rapide? Sans doute d'abord par l'importation de maladies occidentales auxquelles les indigènes n'ont pas d'immunité propre. Je me contenterai de citer une
description d'un témoin visuel d'une population du nord-est du Brésil, les Urubus, qui, très peu d'années après leur découverte, contractent la rougeole en 1950. Sur 750 habitants, il y eut en l'espace de quelques jours 160 morts. Et un témoin oculaire décrit la situation ainsi: le premier village était désert, tous les habitants avaient fui, persuadés que la maladie était un être surnaturel qui attaquait le village et auquel on pouvait échapper en se sauvant très loin. Nous les avons retrouvés dans la forêt où ils campaient, fuyant le mal dont ils étaient déjà les victimes, presque tous en proie à la maladie, épuisés, brûlant de fièvre sous la pluie, en raison des complications pulmonaires et intestinales, si délabrés qu'ils n'avaient même plus la force d'aller jusqu'à leur jardin pour chercher de quoi se nourrir. Même l'eau leur manquait. Ils mouraient de faim et de soif autant que de maladie. Les enfants rampaient sur le sol pour essayer d'alimenter les feux sous la pluie, dans l'espoir de se réchauffer. Les hommes brûlants de fièvre étaient paralysés, les femmes inconscientes repoussaient les bébés cherchant le sein. Il y a également des conséquences plus indirectes, telles que l'effondrement d'un certain genre de vie ou d'une certaine organisation sociale. Si vous considérez une population telle que ces Caingangues de São Paulo, dont je donnais des chiffres il y a un instant, il s'agissait d'indigènes qui vivaient selon un mode bien connu des ethnologues, leur village étant séparé en deux groupes, définis par la règle que les hommes d'une des moitiés épousent les femmes de l'autre moitié et inversement. Mais dès que la population diminue, dès que la base démographique s'effondre, un système aussi rigide ne permet plus à chaque homme de trouver une épouse et en conséquence, un grand nombre sont condamnés à une sorte de célibat forcé, à moins qu'ils ne se résignent à ce qui leur apparaît comme un inceste, mais à la condition que les unions restent stériles. Et dans ce cas-là, une population entière peut s'effondrer dans l'espace de quelques années. Il y a, dans la tradition ethnologique, un certain nombre d'événements, d'incidents qui conservent pour nous tous une sorte de caractère de symbole. Et je me contenterai d'évoquer l'un d'entre eux, celui du dernier Indien sauvage des États-Unis, dont l'existence fut découverte en 1911. Il s'agissait d'une petite population, les Yaï, qui probablement n'avaient jamais dû compter beaucoup plus que 200 ou 300 personnes, et qui vivaient dans une région extrêmement rude et peu propice à l'exploitation agricole ou à l'élevage, et c'est la raison pour laquelle elle a pu subsister assez longtemps, entre des affluents du Sacramento à quelques centaines de kilomètres au nord-est de San Francisco. Ces 200 ou 300 personnes ont été encerclées et exterminées par les colons blancs aux environs de 1865. Et on avait pu supposer qu'aucun d'eux n'avait survécu. En 1872, on a aperçu pourtant 2 hommes, 2 femmes et un enfant. Et puis, on n'a plus entendu parler d'eux. En 1908, 4 vieux indigènes ont été surpris à 25 kilomètres d'une ligne de chemin de fer. Ils ont échappé aux poursuivants, mais toute leur possession matérielle, qui se réduisait à très peu de choses, avait été pillée. Et dès lors, cette misérable famille a vécu, semble-t-il, pendant 40 ans, en cachant ses feux la nuit, en rampant sous les broussailles pour ne laisser aucune trace de son passage. Personne ne savait plus qu'ils existaient quand, en 1911, on a découvert aux abords d'une petite ville, Oroville, qui est à 250 kilomètres de San Francisco environ, un homme d'une cinquantaine d'années, complètement nu, manifestement affamé, qui cherchait à la fois à fuir les habitations et à s'en rapprocher, et qui était le dernier Indien complètement sauvage des États-Unis. Il est mort quelques années plus tard, en 1916,
comme concierge, je crois bien, de l'Université de Californie. Or, ces événements qui semblent fantastiques et presque mythiques peuvent encore, dans une certaine mesure, se reproduire, puisqu'il y a 2 ou 3 ans à peine, une petite population encore à l'âge de la pierre a été découverte dans le dernier carré de forêt vierge qui restait dans l'état de Paraná, dans le sud du Brésil, qui est depuis 30 ans en cours de défrichement systématique. Nous avons donc, d'une part, des peuples qui disparaissent, mais ce serait donner un tableau bien inexact de l'ethnologie que de ne pas tenir compte d'autres populations auxquelles nous nous sommes traditionnellement intéressés, telles que les populations de l'Afrique, de l'Amérique andine ou du Sud-Est asiatique, qui, elles, ne donnent aucun signe d'affaiblissement, bien au contraire, et dont l'effectif de population se chiffre par millions, par dizaines de millions, ou parfois même par centaines de millions d'individus. Et il pourrait sembler que là, au moins, les perspectives de l'ethnologie restent particulièrement brillantes. Ce ne serait mal tenir compte du fait que ces peuples prospères, en pleine vitalité, qui ont récemment conquis leur indépendance ou qui sont en train d'y accéder, ont vis-à-vis de l'ethnologie une attitude de défiance qui correspond à un refus de leur part, non plus certes physique, comme dans le cas que je viens d'envisager, mais qui est alors de nature psychologique. Pour ces peuples, en effet, l'ethnologie représente essentiellement, ou risque trop souvent de représenter, une sorte de séquelle de la domination coloniale. Celle-ci les avait traités comme des objets du point de vue de l'exploitation économique. L'ethnologue ne les traite-t-il pas également comme un objet, comme un simple sujet d'étude, et des populations qui prennent conscience de leur indépendance et de leur dignité nationale ont une tendance croissante à se refuser comme objet. Comment pouvons-nous alors envisager nos perspectives d'avenir? Nous apercevons une sorte de décollage, si je puis dire, entre la méthode traditionnelle de nos recherches et ces hommes qui ont constitué primitivement les objets. Sans doute, la première transformation qui s'imposera à nous, la première adaptation, ce sera en dépit de ces transformations, de leurs conditions d'existence, de suivre ces hommes dont nous sommes en quelque sorte devenus les défenseurs traditionnels et dont nous tenons à rester les amis. Des spécialités assez curieuses se sont ainsi développées dans le domaine de l'anthropologie, puisqu'on a vu au cours de ces dernières années, aux États-Unis notamment, des ethnologues travailler non pas pour le compte d'universités, non pas pour le compte de gouvernements, mais pour le compte des indigènes eux-mêmes, engagés comme ethnologues par des conseils de tribus pour aider ces tribus à établir un certain nombre de revendications territoriales ou à défendre des droits traditionnels. Comme vous le savez, les indigènes des États-Unis n'ont pas été particulièrement bien traités par la civilisation, mais comme il y a une justice immanente, il s'est trouvé que dans certains cas, des territoires qui pouvaient apparaître très déshérités aux environs de 1850 ou 1860 se sont révélés depuis être des terrains pétrolifères ou bien, au contraire, des zones où se sont développées de grandes agglomérations urbaines. Ces territoires sont toujours, en raison de traités anciens passés avec le gouvernement fédéral, des propriétés indigènes, mais il s'agit de défendre ces droits et de les légitimer
de les légitimer par une très ancienne occupation remontant aux périodes précolombiennes, et ce sont des archéologues qui peuvent être parfois engagés par ces conseils de tribus pour déterminer que les populations qui se trouvaient à tel endroit au Xe ou au XIIe siècle de notre ère, de par les vestiges archéologiques qu'elles ont laissés, ne pouvaient être que les ancêtres des populations d'aujourd'hui, qui se trouvent par conséquent les légitimes propriétaires de ces puits de pétrole ou des terrains sur lesquels sont construits des immeubles ou des gratte-ciels. Ou bien encore, il s'agit de défendre des droits d'un autre type. Je pense ici à ce culte du peyote, qui est un petit cactus sans épines, culte qui s'est développé à la fin du XIXe siècle aux États-Unis et qui s'est étendu à l'ensemble presque des populations indigènes, et qui consiste à absorber collectivement des décoctions de ce cactus, lequel contient un alcaloïde appelé la mescaline, qui est celui-là même que le poète Henri Michaud a expérimenté parmi nous il y a quelques années et qui lui a inspiré certaines de ses œuvres. Ce produit donne en effet des visions qui sont utilisées, mises à profit dans le rituel. Or, le culte du peyote s'est trouvé en opposition avec la législation fédérale américaine qui interdit l'usage des stupéfiants. Ce sont alors des ethnologues engagés par les églises réformées indigènes qui ont eu à tâche de démontrer que le peyote, n'entraînant pas d'accoutumance, ne rentrait pas dans la définition légale des stupéfiants et qu'il pouvait donc que son usage pouvait être autorisé. Et l'affaire s'est jugée il y a quelques mois à peine devant le tribunal d'État du Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des États-Unis, et ce sont les indigènes qui ont obtenu satisfaction. Au fond, l'ethnologie, c'est un effort d'explication par le dedans. C'est, comme le dit de façon si profonde dans son dernier ouvrage Jean-Paul Sartre, un effort pour totaliser un devenir historique au sein d'une expérience individuelle. Or, il n'est pas du tout certain que cette explication par le dedans, que nous avons d'abord utilisée à la connaissance de sociétés très étrangères, lointaines et exotiques, ne deviendra pas de plus en plus nécessaire pour comprendre nos propres civilisations, dans la mesure où celles-ci, tendant à s'étendre à l'ensemble de la terre habitée, font apparaître dans leur sein toutes sortes de complexités internes et de mystères ou d'anomalies qu'il appartiendra à l'ethnologue de résoudre. Ce sont des ethnologues qui, très récemment, ont mis en lumière une tendance insoupçonnée dans les milieux ouvriers anglais, de la part des jeunes couples, d'établir leur résidence beaucoup plus près des parents de la femme que des parents du mari, et qui ont ainsi appelé l'attention sur certains caractères de la société anglaise populaire, que nous n'hésiterions pas à appeler matriarcaux s'il s'agissait de populations primitives, mais où nous reconnaissons des phénomènes qui soient du même type. Science d'une part, morale de l'autre. Sciences humaines par certains aspects, sciences naturelles et sciences sociales par d'autres aspects, l'ethnologie me semble donc représenter un effort qui engage l'individu tout entier. Le grand ethnologue américain Kroeber, qui est mort il y a quelques semaines à Paris, disait, peu de jours d'ailleurs avant sa disparition, que pour lui, l'anthropologie avait toujours représenté une sorte de religion. La formule est peut-être excessive, mais au moins pouvons-nous voir en elle un moyen de surmonter cette opposition à laquelle nos contemporains sont de plus en plus sensibles entre une culture scientifique dont on dit volontiers qu'elle est desséchante et déshumanisante,
et puis des humanités entendues au sens classique, dont le caractère artificiel et factice apparaît chaque jour davantage, précisément parce qu'elle engage l'homme à la fois sur le plan de la recherche objective et sur le plan des préoccupations morales, parce qu'elle est un humanisme, mais un humanisme qui ne peut pas se laisser détacher des sciences sociales et des sciences naturelles. L'ethnologie est peut-être la discipline d'où naîtra la sagesse de l'homme de demain.